Je discutais l'autre jour avec l'ancien président de l'Académie de médecine qui me disait, Bernard Charpentier, et qui disait, dans l'hôpital dans 10 ans, l'hôpital comptera 30% de métiers qu'on n'a pas encore identifiés. Donc ça veut dire que cette interdisciplinarité, cette cohésion entre les différents mondes, cette perte du silo comme étant le modèle d'organisation du système de santé, ça va devenir une valeur absolument importante. Et si on n'arrive pas, justement, grâce à l'intelligence artificielle et au talent humain, à faire en sorte de croiser toutes ces expériences, eh ben, je pense que la crise de l'hôpital qu'on connaît à l'heure actuelle risque de durer encore longtemps parce qu'on va perdre du sens et on va perdre de l'action et de la cohérence et de l'efficacité pour les malades. Voilà, c'était juste pour introduire maintenant quelque chose qui va encore nous parler d'interdisciplinarité, c'est-à-dire la table ronde numéro 3 sur l'intelligence artificielle et l'imagerie en cardiologie et en oncologie. Et je vais appeler le professeur Olivier Bernard, qui est responsable de l'équipe Myriade au laboratoire Creatis de l'INSA de Dijon, le professeur Alexandre Cochet, sont-ils là? Oui. Qui est coordinateur scientifique du projet IMAPI et responsable du service de médecine nucléaire au centre Georges-François Leclerc, le professeur Pierre-Marc Jaudoin, qui est responsable Vitalab à l'université de Sherbrooke, et le docteur Alain Lalande, qu'on a vu tout à l'heure dans le défi, pour justement envisager ces différentes applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cardiologie et de l'oncologie. Mais plus loin que ça, ce qui est super intéressant quand on a préparé la table ronde, moi, ce qui m'a semblé extrêmement fort, c'est pas tant la caractéristique technique des produits obtenus que le fait justement d'être obligé d'associer des talents divers et variés pour faire en sorte de pouvoir créer de la valeur. Et je voudrais tout de suite passer la parole au professeur Olivier Bernard. Olivier, justement, est-ce qu'il faut garder un statut particulier à l'intelligence artificielle comme étant une sorte de Graal, ou est-ce qu'il faut en faire quelque chose qui soit du langage commun, courant, et donc quelles sont les conditions pour faire en sorte que les équipes elles-mêmes, les équipes hospitalières ou les équipes médicales, puissent prendre en charge cette intelligence artificielle et en tirer un bénéfice pour les malades? Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Il y a une slide qui va arriver. Donc, vis-à-vis de votre question, c'est une question qui est un peu ouverte. Peut-être que vous pouvez un tout petit peu plus la préciser, si ça ne vous gêne pas. Fondamentalement, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va devenir une sorte de Graal, ou est-ce qu'il faut qu'au contraire, on soit plutôt sur une utilisation, tendre à faire une utilisation qui ne soit pas une utilisation d'hyper-technicité, mais une utilisation qui soit quotidienne au service des malades? Donc voilà, donc je pense qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de science-fiction, je dirais, autour de l'IA, où on pense que c'est le Saint Graal qui va tout révolutionner. Et quand on travaille au quotidien avec, je pense qu'on est un petit peu plus mesuré. Et donc voilà, donc je peux vous faire part un petit peu de mon expérience par rapport à ça. Moi, je pense que l'IA ouvre des champs extrêmement intéressants qui sont pour l'instant dans le domaine essentiellement, j'ai envie de dire, d'études pilotes qui montrent qu'il y a des forts potentiels, mais il y a énormément de défis qui sont encore à relever pour que ça atteigne vraiment le patient au quotidien jusqu'à présent. La vision que j'ai par rapport à l'IA, c'est que ça va être un outil supplémentaire en fait, qui va nous permettre d'accéder à potentiellement des choses nouvelles. Mais je ne pense pas que ça va remplacer le médecin, par exemple, ce qu'on peut entendre par-ci, par-là. Je pense que ça sera un outil qui sera complémentaire, qui va permettre, par exemple, d'avoir des images de meilleure qualité, de pouvoir faire des mesures plus précises et reproductibles que ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ça va remplacer le médecin pour prendre des décisions in fine sur un diagnostic. Ça va l'accompagner, ça, il y a de grandes chances, mais ça ne remplacera pas le médecin. Lorsqu'on avait préparé la table ronde, vous m'avez parlé d'un exemple qui est l'exemple des joueurs d'échecs. Oui, tout à fait. Alors en plus, ce n'était pas prévu, mais à 8 jours près aujourd'hui, c'est une date anniversaire où Garry Kasparov a été battu par Deep Blue. Donc pour les jeunes étudiants, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'il y a 25 ans de ça. Mais à l'époque, ça avait fait énormément parler.
disait. Donc on ne parlait pas forcément d'intelligence artificielle, mais on s'était posé beaucoup de questions sur le fait est-ce que la machine va remplacer l'humain sur beaucoup de choses au niveau notamment de la décision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 25 ans de recul et on peut observer que ça n'a pas du tout été le cas. Il n'y a pas une suprématie de la machine par rapport à l'intelligence humaine. Et si je reviens sur l'anecdote des échecs, on pouvait se poser la question, est-ce que les gens vont continuer à jouer aux échecs étant donné que la machine bat l'humain? Et ce qu'on observe, c'est qu'on n'a jamais eu autant de gens qui jouent aux échecs et de grands maîtres, en fait, à l'heure actuelle. Et ce qui s'est passé, c'est que la machine est utilisée au quotidien maintenant pour progresser beaucoup plus vite aux échecs, apprendre de ses erreurs. Et dès qu'on joue un coup, en fait, la machine est capable de dire un tel pourcentage de chances de gagner au final la partie. Donc on voit que ça devient un outil extrêmement pratique pour apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'il y a des analogies intéressantes à faire avec l'utilisation de l'IA en imagerie médicale. Alexandre Cochet, concernant cette intelligence artificielle, je crois que vous avez une slide également qu'on va projeter. Est-ce qu'elle est destinée à remplacer l'homme? Est-ce qu'elle est destinée à faire en sorte qu'on puisse pallier un certain nombre de carences démographiques, par exemple, au sein de l'hôpital, ou des carences techniques ou technologiques, ou est-ce qu'au contraire, ça doit être un outil qui va permettre de faire changer un peu la donne et le métier de l'interlocuteur, qu'il soit malade, soignant, voire patient, puisque à l'heure actuelle, les patients deviennent experts, et qu'ils sont utilisés au sein des équipes, justement, pour amener plus d'intelligence et peut-être plus de prise en charge. Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation et bravo pour l'organisation de ce forum. Alors moi je vais apporter mon avis d'utilisateur potentiel de l'intelligence artificielle au quotidien. Alors effectivement la grande question que se posent notamment certains de mes collègues, est-ce que ces outils d'intelligence artificielle vont remplacer les médecins, notamment je vais parler de ce dont je parle, de ce dont je connais, que je connais, c'est-à-dire l'imagerie, la radiologie, la médecine nucléaire. Alors à court ou moyen terme, je ne pense pas. À long terme, je n'en sais rien, mais je me dis que le jour où on n'aura plus besoin de médecins, il y aura beaucoup d'autres métiers qui auront disparu. Et donc ce sera vraiment un problème social. On ne sera pas les seuls dans la panade. En ce qui concerne par contre notre pratique au quotidien, ça va énormément la bouleverser. D'une part, effectivement, ça va nous permettre de travailler plus vite. Et donc de pallier au moins en partie aux problèmes de démographie médicale que l'on connaît actuellement. Alors les problèmes de démographie médicale, vous les connaissez aussi bien que moi, je ne vous apprends rien. C'est vrai que ces dernières années, on a énormément augmenté le nombre d'étudiants formés et on veut encore aller au-delà, mais si on ne se donne pas les moyens de bien former les étudiants, à moyen égal, on ne va pas y arriver, donc il va y avoir un blocage à un moment ou à un autre. Et donc ces outils d'intelligence artificielle, moi je les vois comme d'une part une manière de travailler plus vite, d'analyser plus vite les données d'imagerie, et c'est d'autant plus indispensable que l'imagerie médicale s'est considérablement complexifiée ces dernières années. Je vais vous donner un exemple simple qui est l'utilisation, donc ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'utilisation de l'imagerie moléculaire en cancérologie, notamment de la TEP. On a pour objectif d'analyser des images en 3 dimensions. Donc on va obtenir en fait pour chaque patient une image en 3 dimensions de la distribution d'un traceur dans le corps entier du patient. Donc une information biologique à analyser en 3 dimensions. À cela, il faut rajouter une 4e dimension, qui est le temps, parce que maintenant, les nouvelles machines, les nouvelles techniques nous permettent d'observer l'évolution de la distribution de ce traceur au cours du temps, et donc d'observer en direct l'évolution du phénomène biologique que l'on veut observer et quantifier. Et puis à cela, il faut encore rajouter une 5e dimension, qui est la multimodalité. La plupart des machines d'imagerie qu'on utilise désormais sont des machines hybrides, TEP couplé au scanner, TEP couplé à l'IRM, etc., etc. Et donc, ça nous fait une quantité énorme d'images, d'informations, de lésions, d'anomalies à détecter et en faire la synthèse.
Et donc les outils qui arrivent, qui commencent déjà à être disponibles, même s'ils sont encore très imparfaits, eh bien, nous permettent de nous mâcher le travail en quelque sorte. Donc de prédétecter les lésions, de les quantifier, de les étiqueter. Alors ce sont des outils qui sont déjà disponibles mais qui sont encore très imparfaits, c'est-à-dire qu'il faut une validation humaine derrière, mais ça nous permet de gagner, pour chaque interprétation d'examen, 10 à 15 minutes, et donc de pouvoir faire plus d'examens. Et puis la deuxième approche, c'est également, ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'interprétation des données, c'est-à-dire d'extraire de ces images des paramètres comme l'évaluation de l'hétérogénéité des phénomènes biologiques qu'on observe, qui ne peuvent pas être analysés par l'œil humain, par nos petites cervelles, aussi entraînées soient-elles. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont déjà à disposition, mais qui sont encore très perfectibles. Mais alors, est-ce que vous voyez dans un avenir proche quelque chose qui soit non seulement une intelligence artificielle qui puisse analyser des images, mais également des résultats d'anatomopathologie, des biopsies, Oui, tout à fait. L'autre enjeu, c'est d'arriver à analyser les données d'imagerie qui sont déjà extrêmement nombreuses, extrêmement complexes, mais de les combiner avec les autres données du patient, les données biologiques, les données génomiques, les données cliniques, etc. Et d'arriver à en faire une synthèse qui permette de faire un diagnostic, d'établir un pronostic, et puis ensuite d'établir une conduite à tenir sur la base de ces données. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont absolument pas accessibles à nos petits cerveaux. On a besoin d'outils pour cela. Pierre-Marc Jodoin, la question de la fiabilité des résultats et des algorithmes, c'est quelque chose qui est important, parce que dans le pronostic vital d'un patient, si on tombe sur des algorithmes qui ne sont pas tout à fait réglés comme il faut, enfin moi c'est un terme que je revendique tout seul parce que j'y connais rien, mais s'ils ne sont pas adaptés, on peut très bien arriver à des diagnostics erronés ou des pertes de chance pour le malade. Oui, donc merci de m'avoir invité. Donc effectivement, c'est un projet de recherche sur lequel je travaille depuis plusieurs années, la fiabilité des résultats produits par des réseaux de neurones en particulier. Une des choses qui est très enquiquinante avec un réseau de neurones, c'est que lorsqu'il se plante et qu'on regarde les probabilités conditionnelles qui nous sortent en sortie, on réalise qu'il se plante en étant extrêmement confiant du résultat qu'il a produit. Donc, il y a essentiellement deux grandes avenues dans la littérature pour essayer de quantifier la fiabilité des résultats qu'on obtient. Première avenue, c'est l'avenue que j'affectionne beaucoup parce que c'est mon côté scientifique, donc l'avenue qui est favorisée par les chercheurs institutionnels et universitaires, à savoir d'injecter des a priori qu'on connaît, des a priori médicaux associés à la fois aux données et aux prédictions. Donc, être capable de déterminer, est-ce que je produis, le résultat que je produis, est-ce qu'il est anatomiquement viable ou non. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait avec mon collègue de droite et de gauche d'ailleurs, collègue ami, heureux d'être ici. Et une des choses qu'on a fait, c'est essentiellement de prendre des populations, caractériser ces populations-là dans un langage que les réseaux de neurones comprennent, donc ce qu'on appelle le langage des espaces latents, et de voir que pour un patient donné, est-ce que ce patient-là est typique d'une population ou non. Donc si ça devient un outlier, on se doute qu'il y a quelque chose qui est un peu ennuyant et problématique, et essentiellement on se sert de ça pour caractériser la fiabilité ou la crédibilité que les résultats ont été produits. Donc, d'ailleurs, ça a été mentionné hier par un des intervenants, donc ça donne des résultats qui sont extrêmement bien. On a même réussi à avoir des réseaux de neurones qui avaient des garanties anatomiques en sortie. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est une approche pour gérer la fiabilité. Puis il y a une autre approche beaucoup plus pragmatique. D'ailleurs, ça me fait penser à une lettre qui a été publiée par un super chercheur qui s'appelle Richard Sutton. Il est en fin de carrière aujourd'hui, je crois qu'il a environ 70 ans, puis il a écrit une lettre il y a 2 ans disant voilà, j'ai la leçon des 40 dernières années, ça fait 40 ans que je fais de l'IA. Et en gros, ce qu'il disait, c'est tout ce qu'on fait de sophistiqué, tous les modèles
qu'on essaie de penser, puis pour injecter de l'intelligence par-dessus de l'intelligence artificielle, de mettre de l'intelligence humaine dans de l'intelligence artificielle. Tout ça n'a aucune valeur, je vous rapporte un peu ces paroles, parce que ce qui a battu Garry Kasparov, c'est pas de l'intelligence, c'est de la force brute. Et lui, il dit, en gros, ce qui marche, c'est de la force brute. Donc, beaucoup de données, beaucoup de capacités de calcul et des modèles génériques. Et force est d'admettre qu'il a probablement un peu raison. Le problème dans le domaine médical, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Donc, si on n'a pas beaucoup de données, essentiellement, les résultats qu'on produit avec des réseaux de neurones sont nécessairement sous-optimaux, on pourrait dire. Mais si on est capable d'augmenter d'un facteur 10 sans la quantité de données, puis il n'y a pas tellement longtemps, je suis aussi le cofondateur d'une compagnie donc, qui s'appelle Imeca, qu'on voit ici en bas à gauche. Mais on commence à avoir des quantités assez conséquentes de données et force est d'admettre qu'il a un peu raison. C'est-à-dire que plus on entraîne les réseaux de neurones, plus les résultats vont être bons et souvent bons et éventuellement très fiables, 99,999% du temps. Donc, quantifier la fiabilité et la sécurité d'un réseau de neurones, c'est très intéressant d'un point de vue recherche. Est-ce qu'à terme, on va continuer à le faire? Je ne sais pas. Peut-être qu'avec suffisamment de données et des réseaux génériques, on va réussir à réduire à peu près à zéro les problèmes de fiabilité. Alors justement, ça me permet une transition avec Alain Lalande. Vous avez parlé pendant le défi justement de l'accès aux données et de la quantité de données disponibles pour pouvoir travailler et faire travailler les algorithmes. Quel est votre point de vue sur ce point particulier qui semble un point critique pour l'apprentissage et la création des nouvelles applications? Oui, effectivement, l'accès aux données est vraiment crucial pour les réseaux de neurones dans l'absolu. Et dans le domaine de la santé, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a la donnée en soi, il y a ce qu'on appelle aussi l'expertise. Les deux sont difficiles à accéder pour la donnée en soi parce qu'il y a des problèmes d'éthique. Et l'expertise, faut demander à des experts qui sont souvent des médecins, qui ont autre chose à faire, de pouvoir expertiser les données. Ça peut être tracer des contours, ça peut être classer des examens, ça peut être n'importe quoi et c'est très lourd. Ce qui fait que dans le domaine de la santé, on n'est pas dans big data, mais plutôt dans small data, c'est-à-dire qu'on a vraiment un gros problème, c'est comment s'en sortir avec des réseaux de neurones, avec des bases de données qui sont en théorie pas assez grosses. Et notamment quand vous regardez les publications scientifiques, souvent vous avez accès au code informatique, il n'y a pas de problème, tout le monde partage le code. Par contre, si vous essayez d'avoir des données, c'est très vite compliqué. Alors, il en existe des bases de données en ligne, mais si vous avez un problème spécifique, si vous voulez récupérer des données sur un problème spécifique, c'est tout de suite compliqué. Donc en fait, le nerf de la guerre, c'est la base de données et comment avoir l'expertise associée à la base de données. Et vraiment, j'insiste, c'est très lourd à faire. On en a fait, qu'on a mis en ligne avec mes deux collègues à ma droite. Ça prend du temps. Quand je parle de temps, c'est en années pour la première base de données qu'on a fait, parce qu'il fallait sélectionner les données, il fallait les nettoyer, il fallait que ce soit homogène, il fallait demander à des gens qui les expertisent, et c'est long et lourd. Et après, j'ai envie de dire, on a fait, 70% du travail quand on a la base de données. Alors, c'est pour tous les systèmes d'intelligence artificielle, c'est vraiment critique dans le domaine de la santé, cet accès aux bases de données. Il y a eu des discussions hier sur les grosses bases de données qui ont été mises en commun. On est vraiment demandeur, effectivement, parce que chacun fait un peu sa base de données dans son coin. C'est un peu hétérogène au niveau format, et effectivement, ce serait une bonne idée d'avoir des choses qui soient homogènes et accessibles pour les équipes de recherche. Ça pose une autre question, c'est celle, Alexandre Cochet par exemple, sur on a besoin des médecins pour ça? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un nouveau métier? Est-ce que les médecins qui ont déjà une tâche extrêmement importante auprès des malades, on a besoin d'avoir cette présence médicale pure, ou est-ce qu'éventuellement on pourrait inventer quelqu'un d'autre ou déléguer une tâche à quelqu'un d'autre pour interpréter toutes ces données et faire en sorte de vous apporter une aide au jour le jour auprès de vos patients? Alors il y a deux choses en fait. Ce dont parlait Alain précédemment, c'était plutôt l'expertise pour la validation des algorithmes. C'est bien ça dont j'ai compris. C'est la nécessité
d'étiqueter les données, de les expertiser pour pouvoir entraîner l'algorithme. Et là, effectivement, pour le moment, on ne peut pas se passer des gens qui connaissent bien l'image, puisqu'on parle d'imagerie, et donc en l'occurrence les médecins. Donc pour ces premières étapes-là, effectivement, la participation des médecins est indispensable. Ensuite, effectivement, pour l'avenir et pour l'implantation de ces nouvelles techniques dans notre pratique quotidienne, tout est ouvert. Et on peut imaginer effectivement que certaines tâches ne soient plus déléguées aux médecins, mais à d'autres professionnels, d'autres métiers qui restent à inventer. Je n'ai pas vraiment de vision là-dessus, je ne suis pas assez visionnaire pour imaginer ça. Par contre, ce que je peux imaginer, c'est la manière, encore une fois, dont la pratique quotidienne des médecins va être transformée avec ces nouveaux outils. Alors, cette transformation, elle peut aller jusqu'au remplacement pur et simple des médecins par d'autres choses. Bon, ça, j'y crois pas trop, en tout cas, à court ou moyen terme. Mais par contre, encore une fois, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Et c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à d'autres choses, et notamment à passer plus de temps avec les patients. Parce que tous les radiologues et les médecins nucléaires font le même constat, avec une activité médicale qui ne cesse d'augmenter, avec des examens, des images qui sont de plus en plus complexes à interpréter, eh bien ça nous laisse moins de temps à consacrer aux patients, à leur expliquer leurs résultats, à leur expliquer également eh bien, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques qui vont suivre ces résultats, etc. Donc moi j'espère que ça va nous permettre justement d'amener plus d'humains dans la part du travail du médecin. Est-ce que ça va permettre, comme le disait Guy Valencien, de retrouver le rôle transgressif du médecin, c'est-à-dire celui de s'occuper de l'humain, et de se débarrasser un peu d'un certain nombre de tâches qui sont extrêmement techniques, qui à l'heure actuelle font le cœur, quasiment le cœur du métier, le cœur de la formation de nos confrères? Alors c'est ce que j'espère effectivement. Puis il y a également un autre volet qui a été évoqué hier, c'est également la partie logistique administrative, hein, parce que nos services, alors moi j'ai la chance d'être responsable d'un service hospitalo-universitaire, qui est un gros service, qui est complexe, avec une activité très diversifiée, et c'est vrai qu'en termes d'organisation, ou simplement logistique, c'est extrêmement complexe. Et donc on espère également avoir à l'avenir des outils qui vont nous permettre de mieux nous organiser à l'échelle du service, mais également à l'échelle des établissements hospitaliers, pour encore une fois gagner du temps à faire autre chose. Faire autre chose, ça peut être jouer au golf ou s'occuper un petit peu plus des patients, effectivement. Je pense que pour les patients, si vous pouvez les emmener sur un parcours de golf avec vous, je pense que ça leur fera très plaisir. Ça prouvera au moins que sur le plan thérapeutique, vous avez été parfaitement efficace. Alain, je voudrais revenir sur une question qui est, moi qui me taraude quand même, c'est la formation initiale des médecins et des professionnels de santé, et puis la formation continue, parce que l'intelligence artificielle, que ce soit en cardiologie, en oncologie, mais en médecine générale, par exemple, c'est quelque chose qui va aussi arriver dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, dans les cabinets médicaux. Et donc par rapport à ça, comment on fait pour former les professionnels, soit en université, soit dans le cadre du DPC? Alors c'est surtout en formation initiale où je pense que ça commence à être répandu dans les formations des médecins, des personnes qui sont dans le monde de la santé. Alors on ne va pas transformer un médecin en un ingénieur spécialiste en IA en 10 heures ou 20 heures de cours ou en un module, ça ne faut pas rêver. Par contre, ça permet de démystifier un petit peu. C'est ce qu'on disait un petit peu au début de la table ronde. On croit qu'on peut faire tout, j'ai envie de dire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Et on a plein d'idées préconçues, que c'est un peu magique. Et en fait, il faut faire des formations pour justement savoir ce qu'on peut faire, savoir ce qu'on ne peut pas faire, le temps que ça nécessite, les verrous techniques qui sont souvent les données, je reviens là-dessus. Bref, ces formations initiales, et je pense aussi en continu, permettent surtout à des personnes qui sont de mondes différents de pouvoir communiquer entre eux et d'avoir en fait des idées claires sur ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc ça, c'est vraiment important, et ça permet justement, l'exemple du dataton, on a la preuve.
excusez-moi, d'avoir des gens qui viennent de mondes différents et qui tout de suite peuvent discuter entre eux parce qu'ils savent comment partager les tâches, qui fait quoi, et ce qu'on peut attendre sur un projet de recherche, ou un projet de développement, d'ailleurs pas obligatoirement de recherche, ce qui est possible de faire, le temps qui est nécessaire de faire. En formation continue, je suis un peu moins à l'aise parce que je ne vois pas comment ça peut être vraiment intégré. Mais je pense que l'idée est un peu la même, c'est qu'il faut faire travailler les gens entre eux. Là, on parle tout le temps de multidisciplinarité, mais là, pour le coup, ça a vraiment un sens. Un ingénieur en informatique ne va pas devenir médecin en 1 an de formation et inversement. Mais par contre, ils peuvent interagir très facilement entre eux après de ce type de formation et peuvent travailler ensemble. Oui, mais c'est pas encore pour demain en ce qui concerne le DPC. Alors, parce que quand on voit les problèmes de l'Agence nationale du DPC et sur le choix en particulier des programmes pour les libéraux, je peux vous dire que ça va pas être le jour où on introduira l'intelligence artificielle dedans, ça va pas être simple. Par contre, vous avez parlé d'interdisciplinarité, mais il y a quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre-Marc. On va pas créer, en France en particulier, on a les silos dans le système de santé, puis on a des statuts. Alors, il y a le statut de l'hôpital public, le statut de l'hôpital privé, le statut de l'hôpital privé à but non lucratif, ainsi de suite. Comment, si on veut véritablement créer de la donnée, si on ne prend pas, par exemple, dans le cadre du cancer, tous les programmes qui ont été faits par Unicancer avec l'ESMO et tout ça, on va perdre une quantité d'informations absolument extraordinaire par simple cloisonnement, en fin de compte, de nos bases. Comment on peut arriver à faire en sorte d'avoir des partenariats qui soient des partenariats qui dépassent les clivages traditionnels pour les faire bouger et pour faire en sorte d'avoir plus d'efficacité? C'est une question assez générique. Moi, je suis canadien, je ne suis pas français. C'est justement ce qui m'intéresse, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus libéré au Canada qu'on ne l'est en France. Ah bon? Je le pense. Ah! Je ne savais pas. Non, plus sérieusement, en fait, moi personnellement, je suis professeur à l'université, donc chercheur, et dans le cadre de mes travaux de recherche, on fait des choses très exploratoires qui sont très sexy. Mais à côté, ce qui est tout à fait légal d'ailleurs, j'ai fondé une compagnie il y a une dizaine d'années, donc des profs chez nous, on a le droit de fonder des compagnies, qui vit encore aujourd'hui, qui s'appelle IMECA, qui fait de la neuroimagerie. Et on a, bon an allant maintenant, une vingtaine, 25 employés même. Je dirais que essentiellement tout ce qui est silo, devient un problème pour éventuellement pénétrer le marché. Donc juste là où je veux en venir, c'est que quand on regarde la chaîne d'innovation, une chaîne d'innovation part nécessairement toujours presque toujours, de l'université où on fait des choses, de la recherche très exploratoire, jusqu'à des startups, éventuellement des grands groupes. Très rarement, on va voir des projets universitaires finir dans les mains d'un médecin en clinique. Quand je dis clinique, c'est du medical device qui a été validé par marquage CE et la FDA. Donc, nécessairement, si vous voulez changer la vie des médecins et éventuellement des patients, il faut passer à travers, non pas l'université, mais à travers des compagnies qui, comme la mienne, vont prendre des idées parfois assez abstraites, en faire des produits, et ces produits-là, les rendre économiquement viables. Et la notion de économiquement viable est extrêmement compliquée dans le domaine de la santé. Je lisais il n'y a pas tellement longtemps qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, 98% des startups en IA, des technologies IA santé, 98% finissent par ou bien mourir ou finissent par devenir des zombies, des compagnies zombies, c'est-à-dire ils n'ont pas fait faillite, mais il n'y a plus personne qui travaille dedans, faute de ressources. Et la viabilité économique d'un écosystème est nécessaire pour passer à travers ce qu'on appelle, j'ai juste des termes en anglais là, mais c'est essentiellement les X premières années où c'est virtuellement impossible de faire de l'argent. Parce que on ne peut pas faire d'argent pour quelle raison? Bien, tout d'abord, le système de santé est
fondamentalement conservateur. Donc, si vous voulez vendre un médecin a sa pratique, a sa façon de faire des choses. Il travaille à une console IRM qu'il connaît à travers un PACS. Si vous avez développé un logiciel qui présuppose qu'un médecin va devoir le télécharger, l'installer sur un laptop à côté, qui n'a pas accès au PACS, donc il faut sortir les données, mais personne ne va l'utiliser, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez vendre des hôpitaux, c'est presque mission impossible, j'ai presque envie de dire, c'est une mission suicide. Pourquoi? Parce que déjà, les systèmes de remboursement d'un pays à l'autre sont complètement différents. Je suis dans un pays où on a 10 provinces. Les 10 provinces ont leur système de remboursement qui sont les leurs. Donc, si vous avez trouvé une astuce qui fonctionne à un endroit, ça ne fonctionnera pas nécessairement à un autre endroit. Un hôpital vote ses budgets une fois par année. Donc, si vous avez convaincu un cardiologue d'utiliser votre logiciel parce que vous avez travaillé très, très fort, vous avez réussi, après un free trial de 1 mois qui est devenu un free trial de 2 ans, puis qu'au bout de 2-3 ans, vous l'avez convaincu à acheter votre logiciel, bien, ce n'est pas lui qui décide de l'acheter. Lui doit convaincre son supérieur immédiat, le chef de service, qui lui doit convaincre l'administration de l'université, qui, dans X mois, va adopter peut-être ou voter des budgets. Pour avoir fait le parcours du combattant à une dizaine de reprises, et on n'a jamais réussi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend sa retraite ou qui est... c'est des choses... Et à la fin, ben, vous avez troisième muraille de Chine, c'est tout ce qui est le réglementaire. Donc, un medical device, pour le vendre et être utilisé légalement, je dis bien légalement parce que des fois, on utilise des scripts MATLAB gauche à droite sans trop le dire, mais si vous voulez véritablement... vendre un medical device, il doit avoir été validé au sens de ce qu'on appelle, au sens de la loi, mais pour être validé, ça prend un QMS, un Quality Management System, des SOPs, des Standard Operating Procedures, désolé, je n'ai pas les termes en français. Ça, c'est l'ultime mal de tête pour une équipe de développement. En gros, tout doit être validé, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est en train de monter notre QMS SOP. On est rendu à 250 000 $ de dépenser. Et tant aussi longtemps que ça ne s'est pas fait, on ne peut pas cogner encore à la porte marque HCA, FDA. Et lorsqu'on arrive à cogner à leur porte, il y a bon an, mal an, une dizaine de standards qu'on doit adopter. ISO 13485, il y a des standards sur le cycle de vie logiciel, etc. Donc tout ça, c'est un incroyable parcours du combattant et c'est uniquement au terme de ce parcours-là qu'on peut peut-être réussir à avoir une seule vente. Donc si en plus on met des silos qui rendent, là ça devient une 4e muraille de Chine qu'on met, ben c'est essentiellement la mort assurée. Donc c'est pas une réponse, c'est pas votre question, mais c'est ma réponse. Moi, je trouve que ça illustre bien cette stratégie. Alors, sachez que nous, on a une 5e muraille de Chine, parce que derrière, il faut passer la Haute Autorité de Santé, avec éventuellement la CNEDIMS pour le dispositif médical, et puis la CESP. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller négocier avec le Comité économique des produits de santé pour savoir trouver une valorisation. Je peux vous dire que ça prend 577 jours selon le rapport d'activité du CEPS, donc... ça nous place derrière la Slovénie en termes d'accès au marché. Ce qui, dans l'Europe à l'heure actuelle, est quand même un record. Mais il y a peut-être une autre façon de travailler aussi, c'est avec les entreprises, c'est-à-dire les entreprises privées. Olivier, par rapport à ça, comment on peut créer des partenariats gagnant-gagnant? On a réussi à le faire sur la recherche, puisqu'on a 40% des études cliniques, on a des patients recrutés dans les études cliniques en Europe qui sont français. Donc, dans le domaine du cancer, c'est une réussite absolument majeure. Mais est-ce qu'on a un tissu industriel avec lequel il est facile de travailler? Et est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce qu'il y a de la porosité entre les mondes? Tout à fait. Alors, à titre personnel, donc moi, ça va faire depuis 2016-17 que je travaille en IA et en imagerie médicale. Et depuis que je travaille en IA, j'ai jamais autant travaillé avec des entreprises. Là, actuellement, je travaille avec 3 entreprises, peut-être une 4e, on est en cours de discussion. Et j'avoue qu'effectivement, il y a énormément. Enfin, c'est un domaine qui est extrêmement stimulé. Alors, sur les entreprises avec lesquelles je travaille, donc il y a essentiellement des startups, mais aussi des entreprises historiques.
Et c'est assez intéressant de voir que les approches sont assez différentes. Effectivement, au niveau des startups, je pense que voilà, c'est assez compliqué. Et on en discutait encore avec Pierre-Marc hier. Je pense que quand on n'arrive pas à intégrer ou travailler main dans la main avec des constructeurs historiques, c'est assez compliqué, mais c'est peut-être aussi une des perspectives, un des objectifs qui peut être voilà, fixé au niveau d'une start-up. Donc c'est quelque chose voilà, d'extrêmement stimulant. Comment ça se passe dans les faits? En fait, c'est très simple. En fait, j'ai pas fait de démarche particulière. En fait, on est directement contacté par les entreprises. À partir du moment où on est dans un domaine où on commence à être reconnu, il y a de la demande. Il y a énormément d'innovations, d'idées extrêmement intéressantes, voire géniales. Et donc, on est amené à participer avec elles. Mais effectivement, si vraiment, hier, quelqu'un disait, voilà, il ne faut pas oublier l'objectif numéro 1, pourquoi on fait tout ça, une meilleure prise en charge du patient. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile si on travaille avec des constructeurs historiques, parce que c'est ceux qui font les machines, c'est ceux qui font des produits qui sont embarqués, et donc on peut, voilà, c'est ceux qui ont l'habitude aussi de passer tous les marquages, etc. Ils ont vraiment une armada de personnes qui ont l'habitude de travailler là-dedans, et c'est vrai que ça facilite énormément les choses, et que on a beaucoup plus espoir dès le début. On sait qu'il y a des chances que ce qu'on va développer au travers de ces partenariats pourront atteindre un jour assez, sur du moyen terme, on va dire, le patient, et donc avoir un impact direct par rapport au patient. Cette question de la vallée de la mort, elle est capitale. C'est-à-dire qu'une start-up ne peut pas se permettre, elle, de vivre, d'investir sur le plan réglementaire et le plan de recherche, et puis ne pas avoir de débouchés commerciaux derrière. Donc le patient risque d'en être privé. Ça pose véritablement un problème. Il y a une question que je voulais vous poser aussi un peu à tous, c'est comment on va intégrer toutes ces technologies dans un parcours de soins qui soit un parcours de soins fluide pour le malade. Parce que si c'est pour venir lui faire 3, 4, 5, 6, 7 examens, avoir des analyses intercurrentes, continuer les prises en charge, celles qu'elles existent, qui sont déjà extrêmement lourdes, en particulier dans le domaine de la cancérologie, ça ne va pas lui simplifier la vie, ça risque de rendre le parcours de soins et le parcours thérapeutique extrêmement complexe. Comment on va pouvoir trouver un lien simple et une simplification du parcours? J'aimerais bien avoir votre opinion, Alexandre, là-dessus. Parce que j'ai peur qu'avec tout ce qu'on décrit depuis hier soir, ça complexifie complètement le parcours de soins du malade. Alors oui, sachant que l'objectif, c'est quand même plutôt l'inverse. Ah oui, justement. C'est de simplifier la vie à tout le monde, et à commencer par le patient, évidemment. J'ai pas de réponse vraiment à cette question. Il faut déjà voir quelle stratégie on met en place pour valider toutes ces applications, parce qu'on voit beaucoup d'applications arriver, mais on n'a pas encore vraiment de validation à grande échelle. Donc ça, c'est un enjeu, effectivement. On a parlé de multidisciplinarité, mais aussi de collaboration entre les différents établissements hospitaliers, entre les différentes équipes de recherche, pour pouvoir faire une validation à grande échelle de tous ces outils. Et ensuite, leur intégration donc, dans la pratique quotidienne, elle ne pourra se faire encore une fois, dans le cadre de collaboration très proche entre les différentes disciplines, arriver à convaincre déjà les médecins, parce que je pense qu'il y a pas mal de nos collègues qui sont un petit peu réticents, pas forcément toujours pour des bonnes raisons, parfois pour des questionnements qui sont tout à fait compréhensibles, et puis il y a aussi une petite crainte, une crainte du changement, on va dire. Donc il faut arriver à convaincre les professionnels de santé, à commencer par les médecins, et donc ça revient à ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire la formation des jeunes médecins à l'intelligence artificielle, alors non pas à créer et développer leurs propres algorithmes. Enfin, moi, la double casquette ingénieur, médecin, philosophe, médecin, c'est très très bien, mais ça ne peut être que des exceptions. Par contre, effectivement, l'enjeu, c'est
de sensibiliser les jeunes médecins aux outils qui sont à leur disposition, de manière à ce qu'ils puissent communiquer plus facilement avec les ingénieurs, avec les chercheurs. Et je pense que, en tout cas, pour essayer de répondre à votre question qui est extrêmement complexe, ça participera, je pense, à une meilleure intégration de ces outils. Alain, vous travaillez sur des développements d'applications qui sont tout à fait géniales, mais est-ce que dans un dataton, les associations de malades, par exemple, pourraient avoir une place? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui, pour le coup, parce que la place qu'il pourrait avoir, c'est de faire une demande pour un outil qui pourrait être développé en 48 heures et pas en plusieurs années. Des outils qui, alors on revient, c'est des outils qui peuvent être utilisés que dans le cadre de la recherche parce qu'il n'y a aucun agrément, etc. Mais je vois leur place dans une demande spécifique pour, je sais pas, là on a vu des exemples pendant le dataton de recherche d'informations automatiques, etc. Je pense qu'ils peuvent être demandeurs. Ils peuvent être demandeurs et c'est vrai que c'est une bonne idée de peut-être contacter le tissu associatif. Il y a plein d'associations, je pense qu'il y a une association par pathologie et c'est possible qu'ils soient demandeurs de choses que nous on ne pense pas. Et on pourrait les intégrer pour créer un défi et donc qui serait dans l'encadrement. Ça me paraît une très bonne idée. Ben, si on prend une réalisation par exemple qui s'appelle Diabloop, ça a été créé à la base avec le Diablab, qui est une émanation du Living Lab, qui est une émanation de la Fédération française diabétique. Donc on a une intelligence aussi différente, un savoir qui est profane, mais qui est extrêmement important pour pouvoir faire améliorer un certain nombre de choses en utilisant ce savoir profane des patients. Donc je pense qu'on pourrait faire la même chose avec la Ligue contre le cancer ou avec d'autres, ou Alliance du Cœur, qui sont des associations dans le cadre de la cardiologie ou de l'oncologie. Si je peux me permettre juste de rajouter un truc, de toute façon, pour qu'un outil soit utilisé et qui marche, il faut que ce soit une demande des utilisateurs ou des patients. Si c'est une équipe de recherche qui dit tiens, on a une super idée, on va développer ça et on va le proposer aux médecins ou aux patients, j'ai jamais vu quelque chose qui marchait. Parce qu'en fait, on se trompe souvent, voire tout le temps, et il faut que la démarche soit dans l'autre sens, de toute façon. Donc il y a une problématique d'usage qui est importante. Et comment vous améliorez, vous, vos techniques et vos technologies pour faire en sorte qu'elles deviennent, comme on dit en anglais, convenient? L'avantage, c'est qu'effectivement, on est très proche des utilisateurs et la meilleure façon de les améliorer, c'est de mettre l'ordinateur sur leur nez et de faire utiliser les versions alpha ou bêta des développements en imagerie et d'avoir leur retour pour améliorer les outils. On ne peut pas avoir d'entrée quelque chose qui marche, on se trompe vraiment sur les objectifs parce qu'on a des idées préconçues. Il faut vraiment, alors c'est bête, hein, tout le monde dit ça, mais il faut vraiment le faire, être au plus proche des utilisateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais je trouve que c'est une réponse excellente. Quand on voit par exemple que la SNCF change son application et qu'on n'arrive pas à reprendre un train, il ferait bien de temps en temps se tourner justement vers les utilisateurs pour savoir comment ça fonctionne. Donc j'imagine que pour une application XY dans le cancer, si la Ligue ou les patients qui souffrent de cancer ne peuvent pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas adaptée à leur propre usage, il y a un côté anxiogène qui risque d'être extrêmement important. Comment on va gérer demain, Pierre-Marc, comment on va gérer justement ce côté anxiogène de l'application qui va arriver sur le bureau du médecin et qui va peut-être déclencher des freins justement à l'utilisation parce que ça bouleverse sa pratique et tout ça? En fait, je pense qu'il y a de nombreuses applications de l'IA en santé qui se font, je dirais, sous le capot sans même que l'utilisateur s'en rende compte. Donc, par exemple, une des choses qu'on a dû développer au cours des dernières années en neuroimagerie, c'est ce qu'on appelle du score stripping, en anglais, désolé, où essentiellement tout ce qui n'est pas un type de cerveau doit l'enlever, entre autres pour préserver la vie privée, donc pas voir le visage, via des images d'IRM. Faire du score stripping de façon extrêmement fiable, 99,9% du temps, c'est nécessaire. Et puis au final, quand on soit un rapport, on n'a aucune idée qu'il y a un réseau de neurones qui était derrière.
Même chose pour l'analyse des fils de matière blanche. On utilise des réseaux de neurones, ça fonctionne très bien. L'utilisateur à la fin ne s'en rend pas compte. Prendre des données médicales en oncologie, puis mesurer des hyperintensités à gauche à droite qui correspondent essentiellement à des métastases ou des tumeurs, c'est une chose qui est fort utile. Que ça a été fait par un réseau de neurones, des méthodes de machine learning ou des méthodes traditionnelles non entraînées, non intelligentes, entre guillemets, on s'en fout au final. Donc, je pense qu'il y a la plupart des innovations en IA, en tout cas que moi je peux voir passer, se font comme ça sous le capot. Donc, ça intimide pas trop les médecins. Ce qui va intimider un médecin, c'est la boîte noire qui arrive et qui prend tout ce qui est possible et imaginable d'extraire d'un dossier patient et d'arriver et de dire, ben, vous aurez un cancer dans 2 ans et demi. Point final. D'ailleurs, toutes les approches boîte noire, parce que je suis là-dedans avec la FDA, c'est très, très difficile à penser comme medical device, voire impossible. Donc, je pense que le jour où, peut-être qu'on va y arriver, mais peut-être qu'un jour où on arriverait, puis il y a un chatbot avec qui on interagit, puis qui, à force de nous poser des questions, vient à être capable de nous produire un diagnostic, ou encore, il y a des papiers qui sont publiés là-dessus, fait qu'on se dit que ça va peut-être arriver. Là, on prend des images et puis non seulement ça identifie des régions qui sont suspectes, mais qu'en plus, on est capable de produire un rapport médical. Le jour où ça va arriver, je pense que c'est vraiment pas pour demain, et il y aura eu des étapes intermédiaires. Évidemment, entre ce jour-là, je serai à la retraite en passant, donc c'est vraiment pas pour demain. Mais entre ce jour-là lointain et aujourd'hui, ben, nécessairement, il va y avoir des petits ajouts qui vont se faire à chaque 2, 3, 4, 5 ans. Je pense que ça va se faire de façon assez progressive pour qu'il n'y ait pas de commotion dans le corps médical. Je pense qu'au final, ça a été mentionné avant, tout ce que je peux voir actuellement, c'est que le but de l'IA, c'est pour accélérer, réduire les faux positifs, réduire les faux négatifs. Donc, à partir du moment où on fait de toi une meilleure personne, un meilleur professionnel, et non pas on est en train de te pousser vers la sortie et de te remplacer par une chose inerte, je pense que ça ne devrait pas trop effrayer nos collègues médecins. Eh bien, écoutez, je trouve que ça fait une excellente conclusion à cette table ronde. Je vous remercie beaucoup.